Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur votre chaîne préférée, Savoir-faire digital. Dans nos vidéos précédentes, nous avons introduit l'étude des suites numériques. Ainsi, nous avons exploré les généralités sur les suites ainsi que les propriétés de base sur les suites arithmétiques. Nous avons également proposé des exercices d'application en lien avec ces concepts. Aujourd'hui, notre vidéo se concentre sur la correction de ces exercices d'application. Donc, passons à la correction des exos sur les généralités et les propriétés des suites numériques. Pour l'exercice 2.1, nous avons une suite croissante et convergente vers L. Et on nous demande de montrer que ces termes sont inférieurs ou égaux à la limite L. Donc voilà, ici nous avons une suite UN qui est convergente, donc sa limite égale à L. Cela veut aussi dire que quel que soit epsilon positif, nous avons un rang N0 à partir duquel, quel que soit N supérieur à N0, normalement nous aurons la valeur absolue de UN moins L qui doit être inférieur à epsilon, quel que soit le nombre epsilon positif. C'est cela même la définition en fait de la convergence vers L. Si la suite est croissante aussi, alors tous ces termes sont inférieurs ou égaux à la limite L. Bon, autrement, supposons que tel n'est pas le cas, ok? Il existerait en fait un entier K tel que U de K est supérieur à L. Je pense que vous comprenez ce que nous avons fait ici. Si nous disons qu'en fait que tous les termes ne sont pas inférieurs ou égaux à L, cela veut dire qu'au moins il y a un terme UK qui est plus grand que L, strictement ici. Imaginons ce cas de figure là par exemple. Si nous avons en fait UK qui est supérieur à L, mais n'oubliez pas, on a notre suite aussi qui est croissante. Ce qui voudrait dire qu'en fait tous les termes qui vont venir après UK seront plus grands que UK ou bien au moins égaux à UK. Et si tel est le cas, donc tous ces termes-là qui vont venir après UK seront au-delà de L, la limite. Mais cela contredirait en fait le fait que la suite soit convergente vers L. Je pense que vous voyez la logique. On peut aussi continuer notre démonstration si vous voulez et prouver qu'en fait que s'il existe un cas tel que UK est supérieur à L, cela va entrer en contradiction avec le fait que la suite soit croissante. Donc, continuons. Donc, regardez bien ici ce que nous avons dit ici. Nous avons dit qu'il existe un N0 à partir duquel UN moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon, quel que soit le réel epsilon positif. Très bien, mais en particulier, si UK est plus grand que L, cela voudrait dire que UK moins L aussi est positif. Dans ce cas-là, on peut poser epsilon de K, c'est un epsilon particulier qui dépend de K bien sûr, égal à UK moins L qui est positif. Alright? Alors, dans ce cas de figure-là, on aura UN moins L qui est plus petit que UK moins L. Je pense que vous voyez la logique. Pourquoi ceci serait vrai? Parce que UK moins L est un epsilon positif, et on a dit que UN moins L, à partir d'un certain rang, en valeur absolue, est plus petit que epsilon. Nous avons pris le cas particulier de epsilon égale epsilon de K qui est égal à UK moins L. Bon, on peut aussi enlever les valeurs absolues si nous voulons, parce que si la valeur absolue d'un nombre est plus petite que epsilon, forcément ce nombre-là lui-même, dans tous les cas, positif ou négatif, sera toujours plus petit que epsilon. Ok? Et dans ce cas de figure-là, on aura UN moins L, qui est plus petit que UK moins L,
Mais si tel est le cas, on a une égalité ici, et si vous voyez bien, on a moins L à gauche, et puis on a moins L à droite. Donc on peut simplifier par moins L, et garder en fait le sens de l'inégalité. Ce qui impliquerait que UN est inférieur à UK. Donc, pour n suffisamment grand, il suffit de prendre un n supérieur au max de k et de n0. Bon, ce cas-là, ce n'est rien d'autre que le cas que nous avons choisi ici. Et ce n0-là, ce n'est rien d'autre que le n0 que nous avions ici dans notre définition. Donc, on choisit un n qui est supérieur à ces deux valeurs-là pour être sûr et certain que ceci est vrai et que aussi que ceci est vrai. OK? Mais si on choisit n de cette façon-là, on aura une contradiction avec le fait que la suite est croissante. Je pense que vous le voyez. Parce que si n est plus grand que k, et si n est plus grand que n0, nous avons ce résultat-là si nous supposons ceci. Nous arrivons à n plus grand que k, mais un plus petit que uk, ce qui contredit le fait que la suite est une suite croissante. Et par conséquent, ce résultat-là ne peut pas être vrai. Et si ce résultat-là n'est pas vrai, s'il n'existe pas de cas tel que UK est plus grand que L, ce que nous avons écrit ici, il n'y a aucun cas tel que UK est plus grand que L, donc cela implique nécessairement que UN, quel que soit N, est inférieur ou égal à L, ce qu'il fallait démontrer. Donc, pour l'exo 2.2, nous avons une suite convergente vers une limite L différente de 0. Et on nous demande de montrer que la suite et sa limite sont du même signe à partir d'un certain rang. Cela veut dire que si la limite est positive, il y aura un rang à partir duquel tous les termes aussi vont devenir positifs. Et si la limite est négative, pareillement. Donc là, nous avons en fait une suite qui est convergente vers une limite L qui n'est pas 0. Donc ici, on peut toujours écrire la définition de cela, ou bien la signification si vous voulez. Quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0, tel que pour n supérieur ou égal à n0, on a un moins L en valeur absolue qui est plus petit que epsilon. Mais si tel est le cas, normalement, si on éclate ceci, on aura moins epsilon inférieur à un moins L, qui est lui-même inférieur à epsilon. Cela découle en fait de la définition de la valeur absolue de toutes les façons. Mais pour notre raisonnement ici, nous avons seulement besoin de tenir en compte la première inégalité. Donc, on va seulement se dire que moins epsilon donc est plus petit que un moins L. D'accord? Et si ceci est vrai, alors je peux prendre un cas particulier, comme tout à l'heure. Et je vais prendre, parce qu'en fait, il faut prendre ce qui convient à votre démonstration. Donc ici, nous prenons un epsilon 0 égal à L sur 2. Mais ici, nous allons seulement traiter un des cas, c'est-à-dire on va traiter le cas où la limite est positive et on va vous laisser comme exercice de traiter le cas L négatif. Donc de toutes les façons, c'est la même procédure plus ou moins. Donc ici, on choisit notre epsilon 0 qui est égal à L sur 2. Mais si L est positif, donc si la limite est positive, forcément, la limite divisée par 2 aussi reste positive. Donc L sur 2 est positif, n'est-ce pas? Donc si je choisis un epsilon 0 égal à L sur 2, je peux avoir ceci. Donc je prends ceci et puis je remplace epsilon par l'epsilon 0 qui est là. Donc on aura forcément moins L sur 2 qui est plus petit que un moins L, ce que nous avions ici. Mais si moins L sur 2 est plus petit que un moins L, donc je peux aboutir à ceci. Je pense que vous le voyez. Bon, de toutes les façons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter L à gauche et puis je vais ajouter L à droite. Quand vous avez une inégalité, si vous ajoutez le même nombre à gauche et à droite, l'inégalité reste.
Donc, quand j'ajoute L à moins L sur 2, il va me rester L sur 2 ici. Donc, UN moins L plus L, le L moins L va devenir 0, il va me rester tout simplement UN, ici. Mais nous avions déjà dit que L sur 2 est positif, parce qu'on a supposé que la limite est positive. Donc, regardez ce que nous avons. Nous avons que UN qui est supérieur à L sur 2, mais L sur 2 étant positif, donc forcément UN est supérieur à 0. Ainsi, pour n suffisamment grand, donc il suffit de prendre un n qui est supérieur à n0, ici. Si on a un n qui est supérieur à n0, la suite est du signe de L. Parce que si elle est positive, L sur 2 étant positif, donc UN qui est supérieur à L sur 2 est aussi positif. Donc on a démontré que UN et la limite ont le même signe. Donc comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez faire un raisonnement similaire en supposant que L est négatif et vous aboutirez plus ou moins au même résultat. Ainsi, bon, puisque L ne peut être que soit négatif, soit 0 ou bien positif, notre hypothèse nous dit que L est différent de 0, donc il nous reste deux cas, le cas négatif et le cas positif. On a traité le cas positif, le cas négatif est similaire, donc le résultat reste vrai. Pour cet exo, il nous est demandé de montrer que toute suite convergente est bornée. Le résultat semble être trivial, mais il faudra quand même l'écrire. Hein? Donc, allons-y. Donc, ici, nous avons la suite qui est convergente. Donc, sa limite égale à L. Donc, toujours, on écrit ceci. Quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0. Tel que pour n supérieur à n0, on a un moins L en valeur absolue qui est plus petit que epsilon. Maintenant, si ceci est vrai, alors, bon, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enlever les valeurs absolues et puis encadrer UN moins L par epsilon et moins epsilon. Maintenant, si tel est le cas, je peux aussi ajouter L partout. Donc, au milieu, on avait UN moins L. Si j'ajoute L, le L moins L va devenir 0. Il va me rester tout simplement UN. À gauche, j'avais tout simplement moins epsilon. J'avais ajouté L. OK? Donc, j'aurai L moins epsilon. Et puis, à droite ici, je vais ajouter L. J'avais uniquement plus epsilon. Quand vous ajoutez L, vous aurez L plus epsilon. Mais cette inégalité-là est vraie tout simplement si n est plus grand que n0 qui découle de ceci. Bien. Maintenant, n'oubliez pas ce que nous voulons démontrer. Nous voulons démontrer que la suite est bornée. OK? Donc, il va falloir trouver en fait deux nombres réels, un minimum et un maximum. Bon, mais on va le faire en deux parties. Donc, vous avez vu qu'en fait, pour n plus grand que n0, on a déjà encadré notre UN entre L plus epsilon et L moins epsilon. Et quel que soit ce epsilon-là, il suffit que epsilon soit positif. Je peux prendre 1, 2, 3, 4, 1 tiers, 1 quart, racine de 2, ça dépend. Vous prenez tout ce que l'essentiel, c'est que L moins epsilon est un nombre fini et L plus epsilon aussi est un nombre fini. Donc, si n est plus grand que n0, notre UN a un minorant et un majeur. Maintenant, il nous reste donc le cas où n est inférieur ou égal à n0. Ce n0-là. Mais si n est inférieur ou égal à n0, donc on a de 0 jusqu'à n0. Donc là aussi, nous avons un ensemble fini de termes. Mais parmi cet ensemble fini de termes-là, il y a un minimum et il y a un maximum. Naturellement. Donc, on peut dire que UN, pour n inférieur à n0, UN est entre son minimum et son maximum, n'est-ce pas? Ça, c'est évident. Ainsi, on peut convenablement choisir petit m, donc le minorant, et puis grand M, le majorant, pour que quel que soit n, on a toujours UN qui est plus grand que M, mais qui est toujours plus petit que grand M. La seule chose qui vous reste ici, c'est de choisir ce petit m-là convenablement et puis ce grand m-là convenablement. Mais je pense que cela, en fait, est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Parce que vous avez bien vu que pour n est plus grand que n0, UN est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et que si n est inférieur à n0, il est entre son minimum et son maximum. Donc ce petit m-là, vous pouvez le choisir
par exemple, choisir comme le minimum entre ce nombre-là, L moins epsilon, et ce minimum-là. Et pour le majorant, je pense que vous pouvez le choisir entre le maximum ici, et puis ce nombre-là, L plus epsilon. Et je pense que cela doit marcher, et là, vous avez fini votre démonstration. Pour 2.4, nous avons comme hypothèse une suite qui est convergente, et on nous demande de montrer que la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Aussi, il faudra montrer que la réciproque est fausse. Cela veut dire que ce n'est pas parce que la limite de un plus 1 moins un égale à 0 que nous pouvons déduire que la suite est convergente. Donc le sens direct est vrai, mais le sens indirect n'est pas vrai. Voilà, ici nous avons un qui est convergente, donc là on est en train de travailler pour le sens direct. Donc si un est convergente, on peut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0 à partir duquel un moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon. Ok? Mais pour les besoins de ma démonstration, ici, je ne vais pas prendre epsilon, je vais tout simplement prendre epsilon sur 2. Et j'ai le droit de prendre epsilon sur 2. Parce que si c'est vrai, quel que soit epsilon positif, epsilon sur 2 étant positif, ça doit aussi être vrai pour epsilon sur 2. Et c'est cela, en fait, la beauté des mathématiques. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez tant que votre proposition est vraie. Si un moins L est plus petit que epsilon sur 2, donc forcément un plus 1 moins L aussi est plus petit que epsilon sur 2, naturellement, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit pour n supérieur à n0. Okay, mais si n est supérieur à n0, forcément n plus 1 aussi est supérieur à n0. Et donc, ce qui est vrai pour un est vrai pour un plus 1 moins L. Ok? Bon, de toutes les façons, je vais continuer le raisonnement, mais je pense que le sens direct est plus ou moins trivial, parce que si la suite un converge vers L, la suite un plus 1 aussi doit converger vers L. Donc, la différence de deux suites convergentes, c'est la différence des limites. Mais L moins L égale à 0, donc naturellement, la limite de un plus 1 moins un doit être égale à 0, mais bon, on va le démontrer étape par étape. Donc, bon, revenons ici. Donc, nous avons un plus 1 moins L aussi est plus petit que epsilon sur 2. Maintenant, attention, nous voulons nous intéresser à un plus 1 moins un. Mais quand je prends un plus 1 moins un en valeur absolue, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai introduit moins L et plus L, parce que, bon, c'est les limites avec lesquelles nous devons travailler. Mais il faut les introduire de façon astucieuse, ok? Maintenant, je les introduis en faisant absolument rien. Parce que vous savez très bien qu'un nombre plus 0 reste égal au nombre. Donc, un plus 1 moins un, c'est la même chose que un plus 1 moins un plus 0. Mais 0, ce n'est rien d'autre que L moins L, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc ici, on n'a rien fait. C'est une égalité. La beauté, c'est qu'après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, un plus 1 moins un étant tout ceci, mais tout ceci, je peux l'éclater en deux termes. Je peux le prendre comme un plus 1 moins L en valeur absolue, plus L moins un en valeur absolue. Mais la valeur absolue de A, c'est aussi la valeur absolue de moins A. Donc là, je peux inverser les rôles, et c'est pourquoi ici vous avez un moins L. Donc, puisque un plus 1 moins un égale à ceci, donc quand j'éclate ceci en deux termes, et que j'utilise l'inégalité triangulaire, je peux me dire que tout ceci est plus petit que la somme des deux valeurs absolues. Donc, on arrive à un plus 1 moins un qui est plus petit que un plus 1 moins L plus un moins L. Maintenant, regardez la beauté de ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle j'avais choisi ici epsilon sur 2. Bon, je pouvais bien laisser epsilon, mais bon, j'allais aboutir au même résultat, mais pas avec epsilon, mais avec deux epsilon. Pour éviter cela, je pars donc avec epsilon sur 2, sachant qu'en fait, je voulais aboutir avec un epsilon. Donc voilà, de toutes les façons, si un plus 1 moins L est plus petit que ici, epsilon sur 2, mais aussi un moins L, ici, plus petit que epsilon sur 2. Donc la somme de ces deux-là est plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, qui est epsilon, n'est-ce pas? Ainsi, nous venons de montrer que la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Parce que par définition,
nous avons dit que quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0 à partir duquel, pour n supérieur à n0, on aboutit à ceci. On aboutit à un plus 1 moins un en valeur absolue plus petit que epsilon. Mais ça, c'est exactement la définition, en fait, de la convergence vers 0. Je pense que vous pouvez le voir. Bon, si vous prenez tout ceci comme une suite, donc une suite Vn égale à un plus 1 moins un, et on arrive à dire que c'est plus petit que epsilon, quel que soit l'epsilon, à partir d'un certain rang. Donc cela veut dire qu'en fait, que ce qui est à l'intérieur ici, cette suite-là, tend vers 0. Parce que c'est moins L qui est là, qui manque, donc c'est moins 0. Voilà. Donc de toutes les façons, ceci, c'est la définition même de la convergence vers 0. Et donc, on aboutit au fait que la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Mais comme je disais tantôt aussi, on peut le voir, si un tend vers L, forcément un plus 1 aussi va tendre vers L, puisque L moins L égale à 0, donc forcément la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Ainsi, on arrive au fait que si un converge vers L, donc la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Ce qu'il fallait démontrer pour le sens direct. Maintenant, on va montrer que, en fait, la réciproque est fausse. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On a vu que si la suite est convergente vers un nombre réel, la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Maintenant, ce n'est pas parce que la limite de un plus 1 moins un égale à 0 que la suite est convergente. C'est pourquoi j'ai barré ici pour dire qu'en fait, le sens indirect n'est pas vrai. Ok? Et on va montrer que ceci n'est pas vrai. Donc, pour montrer que quelque chose n'est pas vrai, il suffit de trouver un contre-exemple. On va donner en réalité deux contre-exemples. Donc, le premier contre-exemple, on va définir une suite un égale à ln de n. Bon, ln, ce n'est rien d'autre qu'en fait le logarithme népérien. Pour les élèves qui ne connaissent pas encore c'est quoi un log népérien, je vais donner en fait un autre contre-exemple sans utiliser en fait la fonction log. Mais pour les élèves qui connaissent déjà c'est quoi un logarithme népérien, je pense que ce contre-exemple-là doit suffire. De toutes les façons, nous allons étudier en fait aussi bien les fonctions logarithmiques et puis les fonctions exponentielles après. Donc voilà, nous allons définir en fait notre suite un égale log de n. Donc ici c'est le log base e ou bien le logarithme népérien. Donc ici on aura un plus 1 qui est égal à, vous remplacez n par n plus 1, ln de n plus 1. Maintenant, bon ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par n. Donc ce sera ln de n facteur de 1 plus 1 sur n, n'est-ce pas? Maintenant, si vous connaissez les propriétés en fait du log, vous allez vous rendre compte qu'en fait log de a fois b c'est log de a plus log de b. Donc log de n facteur de 1 plus 1 sur n, ce n'est rien d'autre qu'en fait log de n qui est ici et ln de 1 plus 1 sur n. Ça c'est une propriété fondamentale en fait des logarithmes. Donc le log transforme une multiplication en une addition et une division en une soustraction, n'est-ce pas? Pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le log, retenez cela. C'est une propriété essentielle. Regardons maintenant, donc on peut écrire que un plus 1 égale à un. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que un plus 1 égale log de n plus ce qui vient après. Mais ce terme-là, ce n'est rien d'autre qu'en fait ln. Mais ln, c'est un. Donc on peut dire que un plus 1, c'est un plus ce machin-là qui vient après. Très bien, c'est là. Maintenant, n'oubliez pas, nous voudrions prouver que la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Donc parfait, donc ici j'ai un plus 1 égale à un, donc je vais balancer le un de l'autre côté, et j'aurai un plus 1 moins un, maintenant qui va être égal à ce machin-là, ln de 1 plus 1 sur n. D'accord? Donc, mais si tel est le cas, donc on peut dire que la limite de un plus 1, c'est la limite du machin qui est là, n'est-ce pas? Je pense que vous le voyez. Très bien, mais essayons de voir c'est quoi la limite de ce machin-là. ln de 1 plus 1 sur n. Bon, on sait que n tend vers l'infini. Si n tend vers l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Donc ce terme-là va aller vers 0. Donc la limite de tout cela va aller vers quoi? Vers ln de 1. Mais pour les gens qui connaissent aussi la fonction log, vous savez que ln de 1 égale à 0. Ok? Très bien, donc vous voyez que la limite de ce terme-là
va aller vers 0. Donc, évidemment, la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que pour cette suite-là, un égale ln de n, la limite de un plus 1 moins un égale à 0. Nous venons de montrer cela. Maintenant, regardons un égale à ln de n. Est-ce que cette fonction-là diverge? Nous savons très bien qu'en fait, oui, elle diverge, elle ne converge pas. Parce que si vous tendez n vers l'infini, log de l'infini, c'est l'infini. Donc, ça ne converge pas à faire un nombre réel. Donc, voilà le contre-exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a un plus 1 moins un qui est égal à 0, alors que la suite elle-même, un, diverge. Donc, nous venons de montrer que si la suite est convergente vers un nombre réel, la limite de un plus 1 moins un est forcément égale à 0. Mais ce n'est pas parce que la limite de un plus 1 moins un égale à 0 que forcément que la suite un elle-même converge. Voilà, maintenant on va donner un deuxième contre-exemple. Ici, on donne ce deuxième contre-exemple-là pour, par exemple, les élèves qui ne connaissent pas c'est quoi un log népérien pour l'instant. Comme je l'ai dit, nous allons étudier en fait cette fonction-là plus tard. Ok, là je définis cette suite un qui est égale à 0 quand n est égal à 0, mais je définis les autres termes par récurrence. Donc je vais dire que un égale à un moins 1 plus 1 sur n quand n est plus grand que 1. Ok? Donc pour le premier terme, c'est 0. Pour les termes qui suivent, c'est 1 sur n plus le terme qui vient avant. Donc, ici, j'ai un égale à un moins 1 plus 1 sur n. Si je continue la récurrence, le 1 sur n, c'est le 1 sur n qui est là. Mais je peux aussi écrire un moins 1. Un moins 1 sera 1 sur n moins 1 plus le terme qui vient avant un moins 1, qui n'est rien d'autre que un moins 2. Donc, vous voyez, et je continue la chaîne. Donc, si vous continuez la chaîne, vous allez vous rendre compte en fait que un, ce n'est rien d'autre que 0 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n. Les connaisseurs savent qu'en fait que ceci est ce qu'on appelle une série. Et plus particulièrement, c'est la série harmonique. Donc maintenant, la question devient, est-ce que un qui est là, quand n tend vers plus l'infini, est-ce que la limite là existe? C'est cela que nous allons étudier. Je vais appeler, quand n tend vers plus l'infini, je vais appeler S cette quantité-là, 1 plus 1 demi. Bon, parce que là, j'ai oublié le 0, parce que si vous ajoutez 0 à une somme, ça ne change rien. Donc, je vais laisser le 0, et je vais juste dire 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., plus 1 sur n, etc., etc. OK? On va essayer de voir est-ce que cette quantité-là est finie ou bien infinie, pour déterminer si notre limite existe ou pas. Donc, ici, il faut utiliser une astuce. Bon, vous voyez très bien que le 1 qui est là, c'est le 1 qui est là. Il n'y a rien à dire. Le 1 demi qui est là, c'est le 1 demi qui est là. Rien à dire. Maintenant, je vais regrouper un tiers et un quart ensemble. Parce qu'après un tiers, il y a un quart. Et vous allez voir pourquoi je fais cela. Donc, là, je ne fais rien. S, c'est la même chose, c'est un tiers et un quart. Après, je vais prendre un cinquième. Je vais le mettre avec un sixième, un septième, un huitième. Et vous allez voir pourquoi je fais cela. Et ça continue. L'essentiel, il faut comprendre que on laisse un seul. Après, on met un demi seul. Après, on multiplie par 2. Ici, il y a un seul terme. Donc, ici, on met 2 termes. Après, 2 fois 2, 4. Après, on met 4 termes ensemble. Après, le terme qui va venir doit avoir normalement 8 termes. Donc, on va aller prendre un neuvième, etc., jusqu'à avoir 8 termes ensemble. Voilà. On continue ce regroupement-là. Et vous allez voir pourquoi on fait cela. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Ça, c'était S. Mais là, S aussi est plus grand que tout ceci. Je pense que vous voyez pourquoi. Le 1 là, c'est le 1 là qui est là. C'est égal. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait. Le 1 demi qui est là, c'est le 1 demi qui est là en jaune. Là aussi, on n'a rien fait. Mais, nous savons que la quantité en vert là, 1 tiers plus 1 quart est plus grand que 1 demi. Je pense que vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, c'est très simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 1 tiers est plus grand que 1 quart? Mais si 1 tiers est plus grand que 1 quart, donc, on doit être d'accord que, en fait,
1 tiers plus 1 quart est plus grand que 1 quart plus 1 quart. Mais 1 quart plus 1 quart, c'est quoi? C'est 1 demi. Mais si 1 tiers plus 1 quart est plus grand que 2 fois 1 quart qui est égal à 1 demi, donc ceci en vert est plus grand que 1 demi. Et j'ai fait le même raisonnement. Tout ce qui est là en bleu, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième plus 1 huitième, cela est plus grand que 1 demi. Comment il faut le voir? Parce qu'on sait que 1 cinquième est plus grand que 1 sixième, qu'il est plus grand que 1 septième, il est plus grand que 1 huitième. Donc, si je remplace chaque terme ici par 1 huitième, ok, puisque 1 cinquième est plus grand que chaque quantité, donc, on peut dire que ce qui est en bleu ici est plus grand que 4 fois 1 huitième. Mais 4 fois 1 huitième, c'est combien? C'est 1 demi. Donc, ce qui est là encore est plus grand que 1 demi. Et cela continue. Parce que ce qui va venir après, comme j'ai dit, on aura 8 termes. Et cette quantité-là aussi sera plus grand que 1 demi. Donc, vous voyez qu'en fait, puisque ceci est plus grand que 1 demi et que ceci est plus grand que 1 demi, le terme qui va venir après sera plus grand que 1 demi. Bon, le 1, c'est le 1. On n'a rien fait. Le 1 demi, c'est le 1 demi. Donc, on voit qu'ici, la quantité qui est là, ici, S, c'est plus grand que 1 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Mais attention, 1 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi jusqu'à l'infini. C'est combien? Vous allez me dire qu'en fait, c'est l'infini divisé par 2. Ok. L'infini divisé par 2, c'est combien? D'ailleurs, c'est plus grand que cela, mais c'est pas grave. L'infini divisé par 2, c'est combien? C'est l'infini. Donc, vous voyez qu'en fait, de toutes les façons, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que la quantité S n'est pas majorée. On ajoute des quantités positives jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a pas de limite. On n'arrête jamais. Ok? Donc, la somme S n'est pas bornée. Ok? Bon, là, j'ai dit bornée, mais en fait, il fallait dire la quantité S n'est pas majorée, serait mieux, je pense. Hein? Et puisque S n'est pas majorée, donc forcément, là, on peut dire, ainsi, elle n'admet pas de limite. Ok? Donc, cette limite-là n'existe pas. Donc, forcément, UN diverge vers plus l'infini. Là aussi, on arrive au même résultat. On a une suite telle que UN plus 1 moins UN tend vers 0, et pour autant, la suite elle-même ne converge pas. Le rectangle de droite, je l'ai fait tout simplement pour montrer le processus, mais quelqu'un qui regarde que UN est défini comme une suite harmonique, bon, c'est une suite, comme une série harmonique, ceci devrait suffire parce qu'on sait très bien qu'en fait, que la série harmonique est divergente parce qu'elle tend vers plus l'infini. Mais bon, il fallait passer par ceci de façon méthodique pour montrer que la série harmonique diverge en réalité. Donc, voilà. Là encore, deuxième contre-exemple, on a trouvé une suite telle que UN plus 1 moins UN tend vers 0. Si vous calculez UN plus 1 moins UN, vous allez trouver, je pense, combien? 1 sur N plus 1. Mais vous allez voir que 1 sur N plus 1 tend vers 0. La différence de deux termes consécutifs tend vers 0. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, c'est le 1 sur N là, ça tend vers 0. Mais pour autant, la suite elle-même ne converge pas. On a bien vu que c'est la série harmonique et elle est divergente. Bon, je pense que c'est clair. Voilà pour 2.5, nous allons vous montrer comment résoudre un cas particulier et vous pourrez ainsi résoudre le cas général où les deux premiers termes ne sont pas explicités. Donc ici, nous pouvons supposer que U0 égale à 1 et que U1 égale à 3. En plus, nous avons la relation de récurrence UN plus 2 égale à UN plus 1 moins UN. Alors, il faut montrer que la suite est périodique et il faut aussi déterminer en fait la période. Donc voilà, ici nous avons I0. Bon, c'est des cas particuliers, mais une fois que vous savez résoudre le cas particulier, je pense que résoudre le cas général devient facile. Ok? Donc on a I0 égale à 1 et puis U1 égale à 3. Et puis nous avons une relation de récurrence UN plus 2 égale à UN plus 1 moins UN. Là, nous allons montrer que la suite est périodique et nous allons aussi montrer que la période égale à 6. Et si tel est le cas, donc, on peut écrire que UN plus 6 égale à UN. Donc, ça dit qu'en fait, il y a un cycle qui se répète pour chaque système consécutif.
Donc, pour cela, je pense que vous pouvez dresser un tableau, hein, et ça, c'est les n, et ça, c'est les un. Donc, pour n égale à 0, là, il n'y a rien à faire. Nous savons que un égale à 1. Ça, c'est donné par les hypothèses du problème. Pour n égale à 1, là aussi, il n'y a rien à faire. Nous savons que c'est égal à 3. Maintenant, pour n égale à 2, c'est là où vous allez maintenant utiliser les deux premiers termes pour calculer, en fait, u de 2 avec ces relations de récurrence-là. Donc là, on aura 3 moins 1. 3 moins 1 égale à 2, ainsi de suite. Pour n égale à 3, on aura 2 moins 3. Donc, vous aurez moins 1. Et bon, vous continuez les calculs. Donc, vous allez jusqu'à 6, par exemple, et là, vous aurez moins 2, moins 3, qui vous fait moins 2 plus 3, qui fera combien? 1. Et pour 7, vous aurez 1 moins 2, qui fait combien? 1 plus 2 égale à 3. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avions 1 et 3. Vous regardez très bien ici, à partir de 6, vous voyez qu'en fait, il y a 1 qui se répète, et après, le terme qui suit sera combien? 3. Donc, le cycle va se répéter encore, parce qu'on utilise toujours les deux derniers termes pour trouver le terme qui va venir. Quand je fais 3 moins 1, je vais me retrouver avec un 2, qui est le 2 qui est là. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un cycle. Et le cycle se répète à partir, ici, de ce nombre-là, 6. OK? Et c'est pourquoi nous avons dit que la période, c'est bien 6. Et si la période est égale à 6, donc on peut même simplifier cette relation de récurrence-là et dire tout simplement un plus 6 égale à un. Bien sûr, il va falloir donner d'abord les 6 premiers termes. Donc, il faut donner de 0 jusqu'à 5. Une fois qu'on connaît les valeurs de 0 à 5, on peut définir tous les autres termes sans se fatiguer, sans utiliser même cette relation de récurrence-là. Il suffit tout simplement, en fait, de faire un saut de 6 termes en arrière pour trouver, en fait, la valeur sans faire le calcul. On a montré qu'en fait, la suite est périodique et que sa période est bien égale à 6. Mais pour les gens qui sont plus ou moins visuels, ou bien visual learners, voilà un dessin ou bien un graphique qui vous montre ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, nous avons donné une représentation graphique, en fait, de la suite. Donc, ici, on a U0, U1, U0 est là, U1, U2, U3, U4, U5. Ça, c'est U6. Après, c'est U7. Vous voyez que c'est la même chose que U1. Exactement. Donc, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a une différence de 6. Par exemple, si je prends U8, ça va faire la même chose que U2. Donc, 8 moins 2 égale 6. C'est pourquoi on disait que la période, c'est bien 6. Vous voyez qu'en fait, le cycle reprend. Vous voyez de 0 jusqu'à 5. C'est la même forme qui revient ici. C'est pourquoi je l'ai mis en deux couleurs. Le bleu, c'est de 0 jusqu'à 5. Et puis, de 6 jusqu'à 11, je l'ai mis en rouge. Mais en fait, c'est la même suite. Ok? J'ai pris une couleur ici bleue et une couleur ici rouge pour juste, en fait, pour vous montrer, en fait, les cycles qui se répètent à chaque fois. Donc, si quelqu'un voulait continuer, il va essayer de calculer, en fait, le prochain. Le prochain va venir ici. Et puis, la même forme revient. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est comme, si vous voulez, dans l'ensemble des nombres réels, par exemple, vous avez l'habitude de voir des fonctions continues, mais qui sont aussi périodiques, comme, par exemple, la fonction cosinus ou bien la fonction sinus, qui ressemblent à des sinusoïdes. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est une forme particulière. C'est pas une sinusoïde parce que c'est discret. Mais bon, je pense que vous voyez très bien qu'en fait, que c'est périodique et que la période égale à 6. Voilà, maintenant nous passons à la correction de l'exo d'application sur les suites arithmétiques. Donc, pour cet exo, nous avons une suite arithmétique avec U3 égale à 5 et U5 égale à 3. Donc, la première question consiste à trouver le premier terme et la raison de cette suite-là. Ensuite, il faudra écrire le terme général UN en fonction du premier terme U0 et de la raison R. Cela étant, on nous demande d'étudier la monotonie en fait de cette suite et enfin de représenter graphiquement la suite. Donc, allons-y. Là, nous avons une suite arithmétique avec I3 égale à 5 et puis I5 égale à 3. Ici, on nous demande de trouver le premier terme et puis la raison, donc I0 et R. Ici, nous avons déjà étudié cette propriété-là. Donc, on sait que si la suite est arithmétique et que son premier terme c'est I0, bon, la raison c'est bien R, on peut dire que UN égale à I0 plus N fois R. Mais si ceci est vrai, on va l'appliquer à U3 et puis à U5.
Et puis, on va dire que U3 donc égale à U0 plus 3 fois R qui est égal à 5. Et on va dire que U5 égale à I0 plus 5R qui est égal à 3. N'est-ce pas? On n'a rien fait. On a juste remplacé I0 par I0, N par le cas particulier de N, et puis R, c'est R, on ne connaît pas. Donc ici, nous avons un système d'équations à deux inconnus, facile à résoudre. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? La façon la plus rapide, je pense, c'est de tout simplement faire la soustraction entre I5 et U3. Vous aurez U5 moins U3 qui est égal à combien? I0, I0 va me donner un 0, donc je ne l'écris pas. 5R moins 3R, c'est tout simplement 2R, et là, c'est 3 moins 5 qui me fait un moins 2. Maintenant, il suffit de résoudre 2R égale à moins 2. Bon, c'est évident que R égale à moins 1, n'est-ce pas? Et voilà, R égale à moins 1. Ensuite, bon, maintenant, on vient de trouver R, il nous reste à trouver I0. Je prends cette équation-là, et je remplace R qu'on vient de trouver par sa valeur. Donc, j'aurai I0, qui est là. R, c'est moins 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3, égale à 5. Et puis, cela implique que, bon, équation élémentaire, I0 égale à 8, n'est-ce pas? Parce que 5 plus 3 égale à 8. Ici, maintenant, on demande d'écrire UN en fonction de I0 et de R. On applique cette formule-là. Et là, on se rend compte que UN égale à 8 moins N. On a écrit d'abord les constantes et puis les variables. Le 8, ce n'est rien d'autre que I0, c'est le premier terme qui est là. Le N, c'est le N qui est là. Et R, c'est moins 1. Moins 1 fois N, c'est moins N. Voilà, maintenant on nous demande d'étudier en fait la monotonie. Ça, c'est facile. On vient de trouver que R égale à moins 1. On l'a trouvé ici. Bon, moins 1, nous savons que c'est plus petit que 0, donc la suite est décroissante. Nous avons vu que si vous avez une suite arithmétique, la monotonie ou bien le sens de variation dépend en fait de la raison. Si la raison est positive, la suite est croissante. Si la raison est négative, la suite est décroissante. Ici donc, nous avons une suite décroissante. Après, on nous demande une représentation graphique. Il suffit de prendre sur l'axe des X les N et sur l'axe des Y les UN. Et voilà ce que nous avons. Comme je l'ai dit, sur l'axe des X, on a les N. Sur l'axe des Y, on a les UN. Donc la suite, c'est UN égale à 8 moins N. C'est comme si vous vouliez tracer en fait la droite Y égale à 8 moins X. Donc il suffit de prendre des points. Ici, c'est seulement discret. Pour 0, on a 8. U0 égale à 8. Pour 1, vous faites le calcul à partir de cette équation-là, et puis vous trouverez que c'est 7. Voilà, de toutes les façons, une fois que vous avez UN égale à 8 moins N, il suffit de remplacer N par sa valeur pour trouver la valeur de UN. Et vous allez bien voir qu'en fait, que toutes les valeurs de la suite seront alignées sur la droite d'équation Y égale à 8 moins X, n'est-ce pas? Parce que la pente sera égale à moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est bien sûr U0 qui est égal à 8. Ça aussi, c'est une propriété graphique, en fait, des suites arithmétiques. Voilà. Cela met fin à la correction des exos sur notre étude introductive à propos de la généralité sur les suites et sur les suites arithmétiques. Dans notre prochaine vidéo, nous ferons le tour des propriétés des suites géométriques avant d'entamer le calcul des sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en aimant nos vidéos. Merci et à bientôt. Ciao.